Bonjour à tous. Alors je vous promets que j'ai pas fait exprès de m'habiller aux couleurs du PowerPoint. C'est vraiment en m'habillant ce matin que je me suis rendu compte que c'était le cas. Vraiment. Ou c'était peut-être inconscient, je ne sais pas. Donc comme Étienne l'a dit, donc, je suis doctorante en psychologie du travail, mais également en ergonomie. Pour ceux qui ne situent pas trop ce que c'est l'ergonomie, ce n'est pas que des bureaux. Vous le verrez, puisque j'en parle absolument pas. L'ergonomie étudie l'activité de travail afin de mieux contribuer à la conception de moyens de travail adaptés aux caractéristiques physiologiques et psychologiques de l'être humain avec des critères de santé et d'efficacité. Donc il y a une visée transformative à l'ergonomie et un petit peu comme en psychologie du travail, en fait, quand on est en thèse, on intervient aussi sur nos terrains. Alors, 2 secondes. Ça y est. Pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à mon travail de thèse, donc, qui porte, comme Étienne a dit, sur la Covid-19. Désolée, je vous replonge un petit peu là-dedans. Tout d'abord, concernant le système de santé, et notamment le système hospitalier, puisque je travaille sur des services hospitaliers. Le système de santé est notamment aux prises de nombreuses crises socio-économiques, sanitaires, du travail, démographique, etc. Mais également aux prises de nombreuses évolutions en termes de lois, de façon de penser la santé, du rapport à l'usager aussi qui se transforme. On passe quand même d'un usager patient à un usager patient-client. Et en termes de conditions de santé, de conditions de travail, pardon. Alors, est-ce que j'appuie sur le bon bouton à chaque fois? Je ne sais pas. La flèche du bas. Ah. Sinon, je vais faire avec le clavier, ce sera plus simple, si c'est possible. Ouais, commencez. Super, merci. Donc, en termes de conditions de travail, dans le milieu hospitalier, c'est quand même un milieu qui est particulièrement exposé aux risques professionnels, qu'ils soient physiques ou psychologiques, déjà du fait de risques intrinsèques au travail hospitalier, par exemple le travail de nuit, le port de charges lourdes, ou le fait tout simplement d'être exposé au risque de développer des troubles psychosociaux du fait de la relation de service avec les patients. Mais il y a également d'autres choses à dire sur les conditions de travail en milieu hospitalier, notamment le fait qu'on remarque une intensification du travail, de l'urgence constante aussi, et du manque d'attractivité et de moyens. Donc par exemple, ça se conclut par un manque de personnel dont vous avez déjà certainement entendu parler. Super, merci. Hop. Alors, et maintenant, donc, à tout ce contexte, s'est ajoutée la Covid-19. Pour les services de prévention et de santé au travail, donc les SPST, les retours d'expérience de 2020 à 2022 montrent que la crise sanitaire a eu des impacts sur la santé de ces professionnels, que ce soit sur le court terme comme sur le long terme. Donc, par exemple, le court terme, ça peut être tout simplement attraper la Covid-19, mais ça peut être aussi des gestes répétitifs liés à certaines activités, etc., et aussi le développement de troubles psychosociaux, du stress, par exemple. Et donc, ce qu'on remarque dans ces retours d'expérience, c'est que pour gérer la crise, il y a eu des transformations dans l'activité de travail pour ces professionnels. Par exemple, quelque chose que peut-être la majorité d'entre nous a expérimenté, c'est la mise en place du télétravail. Donc, au départ, on a mis en place ça en outil, en dispositif organisationnel de gestion de crise. Et puis, finalement, on se rend compte au fur et à mesure que ce dispositif évolue pour être réélaboré et maintenant introduit dans un contexte hors crise. Donc la question de cette thèse, c'est OK, et du coup, dans le post-crise, qu'est-ce qui se passe? Donc pour ça, au niveau théorique, je me base sur plusieurs notions, donc notamment le processus de gestion de crise, qui vient aussi d'ailleurs des sciences de gestion. Donc l'idée, c'est qu'on passerait d'une situation de routine, c'est une situation de travail hors crise, où ensuite on a des signes avant-coureurs, puis une entrée dans une situation de crise, avec un événement déclencheur, un développement. Donc le développement, ça comprend les symptômes de la crise, comme la gestion de la crise, puis une résolution. Ensuite, vous avez du coup une étape de capitalisation ou de récupération de l'expérience de crise, qui peut se faire notamment par le biais du REX, donc du retour d'expérience. Le REX, il a un rôle important puisqu'il peut permettre en fait d'élaborer tout simplement, de réélaborer ce qui s'est passé en collectif, donc avec l'activité réflexive et collective.
Une deuxième chose sur laquelle je travaille, ce sont les apprentissages. Alors, pas les apprentissages individuels, mais les apprentissages organisationnels. Donc, du coup, ça va être, par exemple, tout ce qui va se transformer dans l'activité pendant la crise et qui va s'intégrer ensuite à la culture organisationnelle. Donc, pour ça, je m'appuie sur une approche diachronique, c'est-à-dire que je vais aller considérer tous les temps, donc l'avant-crise, le pendant-crise, et ce qu'il y a de particulier avec la crise sanitaire, c'est qu'il y a eu énormément de phases différentes au sein d'une même crise, et forcément l'après-crise. Et ensuite, du coup, je me situe aussi dans une approche constructive de l'ergonomie, donc en fait, avec une visée transformative et développementale par rapport aux conditions de travail, etc. Donc j'ai plusieurs terrains dans ma thèse, mais vous inquiétez pas, sinon ce serait beaucoup trop long si je devais parler de tous les terrains. Donc j'ai 4 terrains. J'ai des unités gérontologiques, un service de virologie, une chambre mortuaire, et ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, un service de prévention et de santé au travail. Aujourd'hui, je vais uniquement vous parler de ce service, mais si vous voulez, dans la discussion, on pourra en reparler et voir faire des parallèles entre ces différents services. Donc, quelques caractéristiques par rapport à ce terrain. C'est un service intra-hospitalier qui est dans un hôpital où travaillent à peu près 11 000 agents. Donc, qui est composé d'une équipe pluridisciplinaire d'environ 25 personnes avec des médecins du travail, des IDE spécialisés en santé au travail, des secrétaires, des cadres, et puis côté préventeur, des psychologues du travail, des ergonomes et des ingénieurs. Les missions principales du service, c'est de réaliser des actions de prévention des risques professionnels, donc à destination des agents hospitaliers, auprès des agents, mais également des équipes, donc en collaboration avec d'autres services. Puisque du coup, comme nous, quand on va chez le médecin pour un problème, ensuite on doit aller chez quelqu'un d'autre, etc., puis à l'hôpital, donc en fait la santé c'est sur le territoire. Donc la prise en charge des agents hospitaliers par rapport à leur santé se fait aussi avec le territoire. Pourquoi intégrer ce service de prévention et de santé au travail à l'étude? C'est parce qu'il a subi, mais comme beaucoup d'ailleurs, le choix aurait pu se faire ailleurs aussi, mais il a subi énormément de transformations liées à la gestion de la crise Covid-19, notamment l'organisation, la gestion d'un centre de prélèvement au tout début de la crise, et puis la réalisation des prélèvements, tout simplement. Et puis qui plus est, donc eux, leurs usagers, ceux dont ils s'occupent, ce sont des agents hospitaliers. Et là, d'un coup, pendant la crise, on leur demande également de s'occuper de la population générale, donc par exemple des enfants, des nourrissons, etc. Outre ces transformations, forcément, qui dit gestion de crise dit activité empêchée. L'activité, donc les situations de routine, ce qui se trouve dans les situations de routine, cette activité-là est empêchée. Et aussi, forcément, ils ont eu à gérer aussi la vaccination. Donc, pour aller regarder du coup mes objectifs principaux qui sont finalement d'identifier les différentes phases de la crise, on a celles connues, par exemple les vagues pandémiques, etc. Mais il y a aussi d'autres phases. De les caractériser et puis d'identifier aussi les transformations qui ont cours dans ces différentes phases, entre ces différentes phases, et du coup les apprentissages initiés par ou durant cette crise Covid. Donc pour ce faire, dans chaque service, en fait, on part d'une demande d'intervention. Donc en fait, la demande, c'est tout simplement, à la base, de réaliser un retour d'expérience de la crise sanitaire. Donc un élément de contexte important, ma thèse a débuté en automne 2021, donc après la première année Covid. C'est quand même assez important. Donc du coup, on est plutôt sur une approche rétrospective, encore que. Donc la première étape, suite à cette demande, c'était de réaliser des entretiens semi-directifs, donc sur base du volontariat, des professionnels de ce service. Donc j'ai pu en rencontrer 12, d'un petit peu toutes les professions représentées. Et ensuite, la deuxième étape de ce retour d'expérience, c'est d'aller restituer ces résultats-là en collectif, donc de faire une restitution collective avec l'équipe, avec toute l'équipe. Donc en fait, dans cette étape-là, on présente simplement les résultats issus des entretiens semi-directifs, et puis ensuite on les met en discussion avec l'équipe. L'objectif souhaité de ce passage de l'individuel au collectif, c'est de passer d'une représentation individuelle de l'expérience de la crise à la construction d'un référentiel opératif commun de la gestion de Covid-19, mais aussi de réfléchir sur l'activité post-crise. Donc pour ça, j'ai principalement, pour traiter et analyser les données, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle NVivo. On pourra peut-être en reparler aussi dans la discussion si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet.
Et donc, par rapport à mes résultats, un des premiers résultats que j'aimerais avancer avec vous, c'est que donc, pendant la première vague, donc de mars à mai 2020, dans cette région-là, il n'y a pas eu énormément de Covid. Bon, par contre, il fallait quand même faire énormément de tests au début. Donc pour ce faire, le service est un petit peu divisé en plusieurs équipes. Il y a une première équipe qui est celle des médecins du travail, des secrétaires et des IDE en santé au travail qui ont travaillé ensemble en 2 équipes divisées. Un petit peu complexe, mais ça va aller, promis. La première équipe, c'est l'équipe gestion de crise. Donc eux, ils ont été surtout sur du coup, cette création et cette organisation du centre de prélèvement et sur la réalisation des prélèvements. Aussi, forcément, dans cette activité de gestion de crise, il y avait toutes les questions de veille sanitaire, puisque, pour rappel, on tâtonnait un petit peu sur les connaissances par rapport au Covid au début. Et du coup, forcément, de redistribuer ces informations par rapport à la Covid-19 aux services qui demandaient des informations. Par exemple, si j'ai un cluster dans mon service, qu'est-ce que je fais? Bon, du coup, c'était la médecine du travail, c'était ce service-là qui se chargeait de redistribuer les informations. Donc, une deuxième partie de cette équipe, médecins du travail, secrétaires et IDE en santé au travail, travaillait sur l'activité quotidienne, puisqu'en fait, il fallait quand même maintenir à minima les tâches qu'on avait à faire, voilà. Donc, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ce choix-là de qui travaille sur quelle activité, en fait, c'était aussi au prorata des volontés des professionnels, tout simplement. Ou alors des risques liés à la Covid-19, parce que forcément, on ne va pas mettre quelqu'un qui a des comorbidités à faire des prélèvements toute la journée. Donc, ce qu'on remarque dans les entretiens par rapport à ces premiers groupes-là, c'est une consolidation du collectif de travail secrétaire, IDE en santé au travail et médecin. Donc, l'équipe, on va l'appeler l'équipe clinique. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour cette première vague, il y a une expérience assez positive de ce qui s'est passé. Bon, déjà, il n'y a pas eu beaucoup de Covid, ce qui aide, on est bien d'accord. Mais c'est surtout la gestion collective de la crise qui a permis aussi que ce soit une expérience positive. Alors bien sûr, c'est a posteriori. Peut-être que si on avait fait ces entretiens sur le moment même, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes choses. Mais en tout cas, a posteriori, les professionnels qui ont été dans ces équipes-là ont plutôt un souvenir positif de cette gestion de crise. De l'autre côté, on a les préventeurs, donc psychologues du travail, ergonomes, ingénieurs HSE, qui, eux, ont plutôt vu leur activité être empêchée, quasiment totalement empêchée. Pourquoi? Eh bien, déjà parce qu'il y avait la règle de la distanciation sociale, en fait. Donc, par exemple, les préventeurs ne pouvaient plus aller dans les services pour voir ce qui se passait, etc. Et puis, une deuxième chose, mais qui n'explique pas tout aussi, c'est que les services hospitaliers étaient, pour la majorité, en surcharge de travail. Donc, assez peu de temps fait pour aller au service de santé ou demander des choses, etc. Donc, ça se faisait principalement par mail, cette gestion-là. Donc, activité empêchée, et donc, pour ces préventeurs-là, la réorganisation de leur travail s'est faite plutôt à un niveau individuel. Ils ont finalement cherché des missions sur lesquelles ils pouvaient être à cette époque-là, mais plutôt à un niveau individuel. Notamment, par exemple, avec l'externe, avec d'autres services, en externe du service de prévention et de santé au travail. Par exemple, on a une psychologue qui a plutôt travaillé sur la prise en charge des personnes âgées en temps de pandémie, avec quelques autres professionnels du CHU spécialisés en gériatrie, en gérontologie. Donc ce qu'on remarque avec déjà cette première vague-là, c'est une cristallisation entre l'équipe clinique et l'équipe préventeur. Et que, on le voit bien, il y a des expériences individuelles, mais également collectives, très différentes des situations de crise. On n'a pas les mêmes situations de crise, même au sein d'un même service. Alors maintenant, pour passer à autre chose, j'aimerais vous présenter en fait un dispositif qui a été mis en place au sein de ce service dès le tout début de la crise Covid. Donc en fait, si vous voulez, avant la crise Covid, donc dans notre activité de routine, dans nos situations de routine, le service procédait pour se voir tous ensemble à des réunions, comme on en connaît tous, donc avec une information et une communication plutôt descendante. Et donc la première vague arrive, donc en mars 2020, et avec du coup la création de ce centre de prélèvement à gérer. Donc très très vite, finalement, l'équipe IDE en santé au travail, médecins du travail et secrétaires ont mis en place tous les matins et tous les soirs un débriefing. Dans ces débriefings, de quoi on parlait entre professionnels? Déjà, on parlait de ce qui s'était passé la journée, de comment on pourrait faire pour améliorer l'organisation du travail du centre de prélèvement pour le jour d'après ou pour la journée qui va suivre, mais on parlait également des émotions ressenties, puisque c'est pas forcément évident, les discours, par exemple, qu'ont les agents qui viennent pour se faire prélever, ou alors les familles. Donc on parle de tout ça, et ça c'est un petit peu nouveau, ce dispositif formalisé et quotidien. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, pour la faire courte, c'est que ce dispositif va évoluer au fil de la pandémie.
Par exemple, pendant la deuxième vague, finalement, ce sera plus que le mardi et le jeudi matin. Au creux, suite à la deuxième vague, bon, on a une activité de crise un peu plus tranquille, ok, super, donc on va introduire les préventeurs à ces débriefings. Et puis on va parler d'autre chose que de la Covid, d'autres situations liées au travail de ce service, mais différents de la Covid, ce qui fait du bien. Ensuite, bon, forcément, en début 2021 vient la vaccination, notamment les questions sur la vaccination obligatoire des agents, etc., la vaccination de certaines catégories de population. Et donc ça, c'est un sujet qui vient s'ajouter au débriefing. Qui plus est, les débriefings sont maintenant sur 30 minutes bien formalisés, etc. Et puis on a une dernière grande partie de la crise sanitaire où en fait il y a une volonté d'améliorer ce dispositif de débriefing et donc de le conserver en post-crise, notamment avec l'appel à un cabinet externe pour améliorer ce dispositif de débriefing. Donc on voit qu'il est continuel, ça s'ouvre à d'autres sujets et qui plus est maintenant, tout le monde y participe. Après la crise, on voit qu'il y a toujours cette recherche d'amélioration continue, notamment avec un des professionnels du service qui travaille énormément à cette amélioration-là. Et finalement, maintenant, ça se décompose en débriefing, donc le mardi et le jeudi, également en réunion pluridisciplinaire, où là, en fait, on va faire un petit tour de table de tout ce qui se passe dans l'équipe, des projets qu'on a en cours, chacun de notre côté. Et l'idée du service, c'est aussi d'avoir des projets communs, pour remettre un petit peu de pluridisciplinarité et couper avec cette cristallisation des différents collectifs. Alors du coup, je vais passer assez rapidement dessus, mais donc il y a d'autres apprentissages qu'on a pu observer dans les entretiens, dans les retours d'expérience individuels et collectifs, donc les débriefings dont j'ai parlé, mais également par exemple la téléconsultation ou la prise en charge de la Covid-19 de façon assez globale. Par exemple, prise en charge de Covid-19, ça peut être, voilà, on a un agent qui a la Covid et il faut un arrêt de travail, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement le suivi d'un agent qui a eu la Covid et qui a un Covid long. Ça peut être aussi les conséquences de la Covid sur, par exemple, la santé psychique. Donc ce qu'on remarque et qui est assez intéressant, c'est que pendant le retour d'expérience collectif, on a pu confronter un petit peu les perceptions de chacun par rapport à ces différentes choses qui se sont intégrées à l'activité. Et on voit bien qu'en fonction des individus, mais surtout en fonction de la profession exercée, on a des différences de perception. Par exemple, certains vont plutôt indiquer que telle transformation a transformé leur activité de façon assez profonde, et la culture organisationnelle, etc. Et d'autres, pas du tout. Par exemple, pour les préventeurs, on a la moitié des préventeurs qui ne se sentent pas spécialement concernés par la prise en charge de la Covid-19. Donc voilà un petit peu pour ça. Hop. Et donc pour finir, j'aimerais juste du coup parler de ces quelques passages dont je vous ai parlé au début de la présentation, de passage de situation de routine à situation de crise. Bon, très bien. Et maintenant, du passage de situation de crise à la nouvelle situation de routine, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Déjà, on a un passage de l'urgence à la prévention. Urgence qui était déjà présente avant la Covid par ailleurs, du fait de tout ce qu'il y a à faire quand on travaille dans un service de santé au travail. Donc là, la volonté du service, c'est réellement de revenir sur de la prévention primaire, secondaire, ce qui n'est pas forcément facile, mais où l'organisation est faite pour arriver vers cela. Un autre passage, ça va être le fait qu'on passe d'une pandémie à un virus endémique, mais également d'une crise à une variabilité, dans le sens où maintenant la gestion de la Covid ne fait plus partie d'une situation de crise, mais est complètement intégrée à l'activité, par exemple au même titre que la vaccination de la grippe. Donc la vaccination de la Covid a toujours cours au sein du service. Bon, c'est assez similaire finalement maintenant, toute proportion gardée, au fonctionnement de la vaccination de la grippe sur une année. Et enfin, un autre passage, c'est notamment grâce à ce dispositif de débriefing, c'est un passage d'une scission du ou des collectifs à l'activité collective. L'activité collective, c'est le fait de travailler en collectif, mais également d'avoir un collectif de travail. Donc par exemple les mêmes règles, les mêmes façons de penser le travail, etc. J'aimerais aussi du coup appuyer sur un autre élément, c'est le fait que les conditions de développement de ces apprentissages, de ces transformations, etc., de façon pérenne dans le temps, dépendent du contexte dans lequel on se trouve et également des conditions de travail préexistantes à la crise, mais également celles qui ont été... mais également des conditions de travail pendant la crise. On remarque en fonction des différents terrains qu'il y a certains terrains qui ont été très 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 contraints en termes de conditions de travail, etc. Et où on a beaucoup moins de marques de transformation pérennes dans le temps, par exemple. Donc c'est quelque chose qui serait à discuter.
Autre chose aussi, dans les sciences de gestion ou les études sur la crise, on parle souvent des gestionnaires de crise, donc c'est-à-dire les personnes qui sont plutôt des professionnels encadrants. Donc on va plutôt étudier cela, et en fait on se rend compte, quand on fait une gestion de crise qui prend en compte tous les professionnels, que déjà, même un agent au plus près du terrain est également un gestionnaire de crise, et qui plus est, qui peut permettre d'apporter des solutions adaptées à l'activité réelle. Enfin, la Covid-19, est-ce qu'on oublie ça, c'est à vous de choisir. Moi, j'ai pas le choix, je dois finir ma thèse, donc je peux pas oublier la Covid-19. Mais ceci dit, on voit bien que le retour d'expérience a quand même des aspects assez intéressants. Déjà, à un niveau assez pratico-pratique, finalement, quand on fait ces entretiens sur la base du volontariat, on a quand même assez de personnes qui veulent faire cet entretien, alors qu'on est quand même 1 an, 2 ans après. Et puis, en fait, de parler de tout simplement ce qu'on a vécu individuellement ou collectivement, bon, déjà, c'est déjà un point positif, super. Mais le deuxième point positif pour l'organisation et aussi pour les conditions de travail, c'est d'arriver à discuter de tout ce qui s'est passé, de pas juste passer à autre chose parce que c'était terrible, mais d'arriver à rediscuter tout ce qui s'est passé pour voir, par exemple, ce qu'on peut conserver sur l'activité de routine ou alors ce qu'on pourrait remettre en place en situation de crise. Voilà, donc là vous avez un petit extrait de la peste, là, la situation était grave, mais qu'est-ce que cela prouvait? Cela prouvait qu'il fallait des mesures encore plus exceptionnelles. Bon, je crois que j'ai terminé, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire, voilà.